Alors pour beaucoup d'entre nous, c'est la première fois de participer à l'Assemblée mondiale de Publiez ce que vous payez. C'est l'événement le plus grand de notre grande famille de Publiez ce que vous payez. Et l'Afrique francophone, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, est très heureuse d'accueillir ce grand événement. Est-ce que vous êtes très heureux de venir à Dakar? Nous sommes très contents de vous accueillir dans ce pays qu'on appelle pays de la Teranga. La Teranga veut dire bienvenue, bienveillance. Donc, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous allons partager des moments particuliers dans la vie de notre coalition. Des moments qui passeront par l'adoption de notre nouvelle stratégie 2025. Est-ce que vous avez déjà vu le document de la stratégie 2025? Merci beaucoup. Nous allons accueillir le Premier ministre du Sénégal, qui est représenté aujourd'hui par son conseiller spécial, M. Mamadou Mbaye. Vous avez aussi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Ismaïla Madior Fall, professeur. Bienvenue. Applaudissements pour le gouvernement. Nous avons aussi la directrice de Publiez ce que vous payez, Mme Elisa Peter. Rejoignez-nous ce matin. Monsieur le représentant du Premier ministre, M. Mamadou Mbaye, conseiller spécial du Premier ministre, est empêché. Vous savez, au Sénégal, d'ici quelques jours, nous aurons l'élection présidentielle. Le Premier ministre a un calendrier qui ne lui a pas permis de se joindre ce matin à nous. Et nous avons toujours le plaisir d'avoir aussi, après le représentant du Premier ministre, le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était avec nous récemment en Zambie lors de la conférence Afrique. C'est un plaisir encore pour nous d'accueillir monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, professeur Ismaïla Madior Fall. Lui, il fait partie de la famille de Publiez ce que vous payez. Après le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous avez bien sûr la directrice exécutive de Publiez ce que vous payez international, Mme Elisa Peter. Nous avons bien sûr le coordonnateur national de Publiez ce que vous payez Sénégal qui a fait cette activité et membre du Conseil mondial, M. Ibrahima Diallo. Mesdames et messieurs, permettez-moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, de me présenter. Je suis Demba Seydi, votre serviteur. Je suis le coordonnateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publiez ce que vous payez. C'est un plaisir pour moi aussi de vous accueillir à ma région. Mesdames et messieurs, avant de passer à la cérémonie officielle, parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que vous et nous, et ceux qui prendront la parole, participent de la même manière à cette cérémonie. Ce qui fait que tout de suite, je vais vous présenter une application qui vous permet, là où vous êtes, de participer à cette discussion qui va se passer tout de suite. Alors, cette application s'appelle Isli.do, S-L-I. Vous pouvez utiliser vos téléphones portables qui sont connectés à l'Internet. Ceux qui ont des ordinateurs peuvent le faire. On va montrer rapidement ici Slido, comment ça passe. Vous pouvez poser directement vos questions à partir de Slido.
Nous avons quelques questions à vous poser aussi. Vous pouvez y répondre directement à partir de votre téléphone. Mettez sur l'application Google SLI.do. Ça s'appelle Slido, Slido in slide 2 or 2 in English. Oui. Alors, comment ça marche? Vous allez à slido.com. Vous y êtes? Si vous entrez sur slido.com, vous avez un code. On vous demande un code. Vous mettez 45 74. 45 74. Ça marche? Alors, si vous voulez poser une question, il y a quelque part, on a mis questions, question. En haut, et tapez votre question, laquelle vous voulez. Nous, on verra toutes les questions que vous aurez posées et nous apporterons des réponses. Si on vous demande de voter, parce qu'on pourra vous le demander dans les 3 jours sur une question donnée, sur une décision particulière, bien sûr, vous pouvez aussi aller à Pulse. En haut, vous verrez PO 2LS. Vous pourrez voter aussi si on vous demande de voter sur une décision particulière. Vous y êtes? Vous n'avez pas de connexion? Voilà, si ça marche, vous mettez le code 45 74 74 74 4574. C'est bon? Alors, il y a un certain nombre de questions que nous allons poser rapidement. Vous y répondez directement sur Slido. James, est-ce qu'on peut passer aux questions rapidement? Parfait. Est-ce que vous trouvez, pour les membres des coalitions, est-ce que vous trouvez que votre coalition est assez forte? Ou bien, est-ce que vous trouvez qu'elle est assez faible pour participer à cette assemblée comparée à l'assemblée qui est passée en 2006? Est-ce que vous avez été bien préparé pour participer à cette assemblée mondiale comparée à celle de 2006? C'est bon? Si c'est bon, on passe à la deuxième. Deuxième question. Quel pourrait être le plus grand défi? Quel pourrait être le plus grand défi dans les 5 ans à venir? Retenez que notre nouvelle stratégie, c'est 2020-2025. Quel pourrait être notre plus grand défi dans notre travail pour la transparence et la redevabilité dans la gouvernance des industries extractives? Bien sûr, les questions sont valables pour vous aussi, hein. Même si vous n'êtes pas sur le sujet. Oui, bien sûr. Parce que les défis de la gouvernance des ressources naturelles nous concernent tous. La transparence. Est-ce que c'est l'espace civique? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est les flux financiers illicites? C'est bon? Parfait. Bien, c'est la suivante. Parfait. Alors, est-ce que, pour ceux qui sont membres de PCQVP, est-ce que vous avez été consulté lors de l'élaboration de la nouvelle stratégie PCQVP? Parce que nous considérons que la consultation est un élément moteur de la vie des citoyens. Est-ce que vous, en tant que membre de Publiez ce que vous payez, avez été en un certain moment, aussi bien les partenaires bien sûr, avaient été consultés en un moment,
dans ce processus d'élaboration de la nouvelle stratégie de PCQVP. Chers amis, chers collègues, il y a beaucoup de questions comme ça que vous retrouverez dans un slide. On ne peut pas tous les poser ici, mais vous pourrez continuer à répondre à ces questions directement sur l'application Slido. Mais avant de passer rapidement à la cérémonie officielle, j'ai envie de dire merci à tous nos partenaires. Et je vais commencer particulièrement par nos partenaires d'abord au Sénégal, ensuite à tous les autres partenaires qui nous ont appuyés dans l'organisation, dans les conseils, dans l'élaboration, dans le processus de consultation, mais aussi dans tout ce que nous sommes en train de faire. D'abord, nous commençons par le gouvernement du Sénégal qui nous a permis d'accueillir cette activité avec sérénité. Le ministère, monsieur le ministre, pour répondre à vos collègues, nous sommes satisfaits de l'accompagnement aussi bien du ministère de l'Intérieur qui nous a assuré tout ce qui est procédure de sécurité. Ils ont renforcé toutes les mesures de sécurité autour de l'hôtel et tous les structures que nous allons utiliser. Je rappelle encore une fois que ce soir, nous avons un excellent dîner qui a été offert par nos partenaires, aussi bien de l'ambassade de Suisse. Je voudrais qu'on les applaudisse aussi. Publiez qui nous ont profité du dîner. La fondation Notre qui nous a appuyé pour ce dîner aussi. La Banque mondiale, l'ensemble de ces partenaires qui sont tous les jours avec nous. Mais j'ai envie aussi de remercier Oxfam pour tout son appui, Ossiwa qui nous a appuyé pour la participation de la plupart de nos membres. J'ai dit Oxfam, la Banque mondiale, l'ambassade suisse, l'ambassade du Canada, l'ambassade de la Grande-Bretagne aussi qui nous a appuyés dans les conseils, les orientations sur tout sujet où nous les consultons aussi, qui nous appuient encore une fois. NRGI, vous faites partie de ceux qui nous ont beaucoup appuyés aussi dans ce processus. J'ai envie de remercier la fondation Hewlett, la fondation Ford et toutes les autres fondations Suisse Aid, toutes ces organisations, je les citerai individuellement à la deuxième partie pour ne pas prendre trop de temps. Mais nous sommes vraiment redevables, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout l'appui, aussi bien technique, l'appui financier que vous avez apporté ce soir. Mais aussi remercier tous les partenaires et les invités qui sont venus nous rejoindre. Les parlementaires du Sénégal, nous avons ici la présence du président du réseau des parlementaires pour la gouvernance des ressources naturelles. Nous avons la présence du président du réseau des élus locaux pour la gouvernance des ressources naturelles, les journalistes, tous les techniciens qui nous ont accompagnés à réaliser cette activité. Alors, chers collègues, chers amis, nous allons tout de suite passer à la cérémonie officielle. Alors, vous savez qui nous avons accueillis d'abord pour vous dire bienvenue au Sénégal? Est-ce que vous savez qui nous avons accueillis pour nous dire bienvenue au Sénégal? C'est qui? On va voter. Alors, le président de la coalition nationale de Publiez ce que vous payez, M. Ibrahima Soli Diallo, va vous adresser un mot de bienvenue. Applaudissez-les, M. Ibrahima Soli Diallo. Merci beaucoup, Jésus. Merci, Monsieur le ministre. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal. Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal. Madame le ministre des Mines du Nigeria, Monsieur les représentants du peuple siégeant à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des ambassades, je vois parmi eux Madame l'ambassadrice de la Suisse au Sénégal, Madame la directrice internationale du PCQVP, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG internationales qui nous ont tout le temps accompagnés et que c'est qui merci de les avoir cités dans le monde. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil mondial de Publiez ce que vous payez, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de Publiez ce que vous payez, Mesdames, Messieurs les représentants du comité de pilotage Afrique ici présents dans la salle, Mesdames, Messieurs les coordinateurs nationaux de Publiez ce que vous payez, Mesdames, Messieurs les membres de Publiez ce que vous payez Sénégal, chers invités, chers correspondants de presse,
respectivement à vos titres de qualité. Je voudrais, au nom de la coalition sénégalaise et du groupe Afrique francophone, vous souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise. Nous nous réjouissons du choix porté sur le Sénégal et notamment à notre jeune coalition d'accueillir l'Assemblée mondiale de la coalition PCQVP 2 ans après l'Assemblée de l'Afrique en 2016. Mesdames et messieurs, il vous plaise aussi d'accepter nos souhaits de bienvenue et l'expression de notre profonde gratitude pour avoir porté votre choix sur le Sénégal afin d'abriter cette importante rencontre, surtout que celle-ci se tient dans un contexte où notre jeune coalition multiplie les initiatives pour renforcer davantage sa légitimité et sa crédibilité, lui permettant aujourd'hui d'être une interface respectée par les différentes parties prenantes que sont l'État. Cela est témoigné aujourd'hui par la présence du représentant du Premier ministre, mais également du ministre garde des Sceaux qui a été le président de l'UT, les entreprises et les communautés. Ce travail aux côtés des autres parties prenantes a abouti à des résultats profonds, dont l'examen de passage réussi au terme de la validation de notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de la norme UT. La publication du rapport UT 2017, les nombreuses réformes obtenues en termes d'instruments juridiques, dont la loi portant sur le minier, le nouveau code pétrolier adopté récemment, la loi sur le contenu local avec une divulgation des procédures de passation de marché des entreprises minières, gazières et pétrolières, tout comme une autre loi sur le partage des ressources issues du secteur des hydrocarbures qui sont en gestation. Et je pense que c'est des réformes extrêmement importantes auxquelles, en tout cas, la société civile a joué un rôle extrêmement important à côté des parlementaires représentés ici par son président, M. Mondial, que nous voulons saluer également au passage. Le travail remarquable est très apprécié de nos représentants au sein du groupe multipartite avec les nouveaux défis qu'ils comptent relever, dont 1. La mise en œuvre correcte de la feuille de route sur la divulgation des bénéficiaires effectifs avant échéance, la divulgation systématique des données et la prise en compte des aspects genre ainsi que des changements climatiques. Je pense que c'est des défis qui sont partagés avec le mouvement mondial Publiez du pays, qui aujourd'hui fait de la divulgation de la propriété réelle une priorité, qui fait également des changements climatiques une priorité. Mais aussi nous pouvons noter la question du genre dans la gestion de l'eau. Et je pense que le Sénégal a une longueur d'avance assez importante et grâce au groupe parti auquel le collège société civile joue un rôle important. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter la société civile sénégalaise, mais également les membres de la société civile au niveau du groupe multipartite. Dans le cadre de la nouvelle norme ITE qui sera adoptée prochainement à Paris, les représentants au groupe multipartite réfléchissent sur la perspective pour mieux adapter la norme aux réalités de notre continent. C'est vrai, cette norme a été toujours initiée de l'extérieur du continent. Et aujourd'hui, nous regorgeons une bonne partie de ces ressources naturelles. Et il faut le voir pour qu'elles soient beaucoup plus adaptées au contexte africain. Et nous encourageons tous les pays africains membres, en tout cas, à se concerter pour davantage faire de cette initiative une réalité. Mesdames, Messieurs, à l'humeur, il y a près de 3 ans, nous avions relevé l'importance de la valeur des interactions étroites entre le travail au niveau international et au niveau national, qui met à profit le soutien entre les coalitions nationales et mondiales. Et nous avions aussi fait mention que la gouvernance interne solide nous apporte la légitimité et la crédibilité. Nous devons continuer d'inscrire nos actions dans cette dynamique en concevant un plan de travail continental sur la base d'une évaluation participative des besoins, lesquels outils devront être adaptés aux différentes régions et coalitions nationales. Ces plans devront faire l'objet d'évaluations périodiques pour nos points atteints que nous soumettons en Assemblée mondiale, comité de pilotage Afrique, nous dirons nos performances et nos faiblesses. Je veux dire simplement que la partie planification, que la partie évaluation, donc,
ce sont des parties extrêmement importantes entre deux assemblées mondiales. Et nous devions mettre l'accent là-dessus. Je pense qu'à ma qualité de membre du comité du Conseil mondial, je suis assez bien placé pour en parler. Alors, dans cette dynamique, nous voudrons rappeler qu'à l'issue de son conclave de Bruxelles le 9 novembre dernier, le comité de pilotage Afrique a rappelé la problématique et l'intégration de la vision minière africaine. Élément clé de notre plaidoyer en Afrique, et nos militants sont invités à se pencher sur la manière dont la mise en œuvre de l'ITE au niveau national pourrait inclure davantage les principes de la VMA. Sur ce sujet, nous en rappellerons au concours efficient du secrétariat international pour une appropriation réelle. Alors, donc la vision minière africaine est un outil extrêmement important, extrêmement fort, extrêmement stratégique pour le continent africain. Et nous voudrions en tout cas que nos coalitions nationales, que les groupes multipartites s'en approprient profondément et qu'ils en fassent un outil de plaidoyer pour que le continent africain soit davantage outillé pour véritablement la gestion de ces ressources naturelles. Notre nouvelle stratégie mondiale 2020-2025, conçue pour être adoptée durant cette Assemblée mondiale, a mis en relief 3 évolutions majeures, dont une attention plus grande à la participation citoyenne. Je suis en face de mon ami du Niger, je vous lever, Idrissa, c'est notre effort. C'est un symbole de la participation citoyenne à l'effort de changement des politiques, d'adoption des politiques publiques en faveur des populations. J'ai à côté de lui mon ami et grand frère, Aleti, de Vous, applaudissez le président. Vous savez pourquoi? Quand notre ami Ali Idrissa a été arrêté, j'ai eu l'occasion avec M. Seydi et les acteurs de faire un tour au Niger. Nous avons rencontré pratiquement toutes les autorités, toutes les institutions, et nous avons compris que M. Idrissa gênait parce qu'il défendait des questions d'intérêt national, mais des questions qui contrebalançaient le pouvoir. Et sur 8 régions du Niger, il contrôlait les 6. Donc il était à la limite présidentielle. Et quand ça a pris cette dimension, nous avons demandé discrètement à M. Aleti, expert international, très discret, qui a des entrées extraordinaires. En 2 ou 3 jours, il s'est rendu au Niger et nous avons obtenu la libération de M. Ali Idrissa et ses collègues. J'ai vu plusieurs minutes passer, de partout je n'ai jamais réagi. J'attendais cette occasion qui m'est offerte pour remercier très sincèrement, au nom de toute la coalition, au nom de toute la société civile, M. Tine. Je vous le remercie. À côté de M. Tine, il y avait mon Teranga, qui est une autre symbolique, produit de la société civile, aujourd'hui devenu ministre chargé de la citoyenneté en Guinée. C'est pour dire que le travail que vous faites est extrêmement important. Je très chaleureusement au nom de toutes les coalitions pour ce groupe pays d'Afrique. Comme on le dit, l'influence nécessaire de parler à des chefs d'État au point de libérer à la limite un prisonnier politique qui travaillait pour l'intérêt de la nation nigérienne. Monsieur Tine, vraiment, merci beaucoup. Docteur Diallo, transmettez nos remerciements et nos salutations et nos félicitations à Monsieur le ministre. Donc je pense qu'il sera parmi nous avant la fin de nos travaux. Je vous nomme membre de Teranga, donc je voudrais que tout le monde applaudisse. Donc pour ça. Alors, j'aimerais ensuite remercier le secrétaire national et particulièrement sa directrice exécutive et les coordinateurs régionaux qui
sont personnellement impliqués pour que nous soyons là aujourd'hui dans de meilleures conditions. Madame la directrice, le Sénégal est très heureux. En 2016, nous avons accueilli l'Assemblée. En 2019, 3 ans après, nous accueillons l'Assemblée mondiale. Évidemment, nous autres Sénégalais, Africains, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Et c'est l'occasion pour remercier et féliciter tous mes collègues du Sénégal et de l'Afrique qui ont contribué sans ménager aucun effort à la réussite de cet événement. Mais j'aimerais particulièrement qu'on remercie des messages pour la police. Je travaille avec Demba depuis 2014. C'est cette semaine que j'ai vu Demba écrit avec quelques fautes. J'ai compris qu'il était fatigué, qu'il était stressé. 2014, je l'ai connu. 2014, on échange des mails régulièrement. C'est cette semaine que j'ai vu. J'ai compris qu'il n'a ménagé aucun effort pour qu'on soit tous là aujourd'hui avec lui. Donc il mérite nos applaudissements. Il a son équipe, qu'on appelle le secrétariat au Sénégal. On ne dit pas secrétaire international, on ne dit pas secrétaire national, on dit secrétariat simplement parce qu'il joue tous les jours. Débat en tout cas, je vous exprime la satisfaction la plus entière et je vous renouvelle ma confiance et la confiance de la coalition. Alors, nous encourageons les membres du comité de pilotage à continuer à faire le travail comme il le faut, à la satisfaction des coalitions nationales qui le représentent. Il est très difficile que la coalition PWYP se réunisse. Parce que souvent, il y a des problèmes de choix de personnes, des choix de leaders, etc. Mais depuis que nous avons installé le comité de pilotage Avec, il y a quelques 2 ans, vraiment c'est l'accalmie et qui corrobore les résultats que nous constatons tous par les exemples. C'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager le comité de pilotage Afrique, donc il est bien représenté dans cette salle. Sachez que vous faites notre fierté et nous renouvelons votre confiance. Je voulais enfin exprimer toute ma gratitude à ma coalition nationale PCQVP Senegal pour le soutien et l'engagement constant à travers ses instances de gouvernance et ses enquêtes régionales. Croyez-moi, c'est ce matin que j'ai vu ça. C'est ce matin que j'ai vu ça parce que mes collaborateurs, mes amis, mes frères du Sénégal se sont appropriés toutes les activités de la coalition. Il n'y a jamais quelque chose de réservé spécifiquement au président, parce que tout le monde se sent président, tout le monde se sent responsable. Et c'est l'occasion pour moi de leur dire toute ma reconnaissance, de leur dire merci, de les annoncer éventuellement que je sors du Conseil mondial, éventuellement en février ou en mars, on va organiser l'Assemblée du Sénégal. Je vais devoir aussi tirer ma révérence, laisser la place à d'autres personnes pour que le travail que j'ai commencé en 2003 puisse continuer avec du sang neuf, mais également du sang plus chaud, parce que le plaidoyer par moment, il a besoin de sang chaud. Nous avons fait face à la police, nous avons fait face à la gendarmerie, nous avons fait ça des menaces, et grâce au bon Dieu, on est à quoi. Parce que ce que nous faisons, c'est du réel, parce que ce que nous faisons, c'est important. Et c'est une façon pour moi d'encourager les jeunes qui viennent dans ce métier à comprendre que c'est un sacerdoce, que c'est un sacrifice, mais que nos nations, que la stabilité de nos pays en dépend en grande partie. Et comme l'avenir c'est eux, donc c'est à eux de jouer pour qu'il y ait de la stabilité donc dans nos pays à cause de nos ressources. Je souhaite que des décisions fortes soient prises à Dakar, des orientations qui continueront de nous inspirer jusqu'aux prochaines échéances. Puis cette Assemblée mondiale connaître un succès éclatant et que la flamme de PCQVP puisse illuminer davantage le chemin vers la transparence. Je vous remercie de votre engagement. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ibrahim Diallo.
J'ai envie de vous dire que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le professeur Ismaïla Madior Fall du Sénégal, est un des ministres les plus sociétés civiles que j'ai rencontré dans le monde. Monsieur le ministre, quand il a pris sa fonction de ministre de la Justice, ça a coïncidé avec l'arrestation de nos collègues au Niger. Je puis vous dire que s'il avait le temps de se déplacer au Niger, il allait le faire. Parce que tous les soirs, on se parlait, on échangeait sur cette question. Et il a particulièrement appelé le ministre de la Justice du Niger. Il a joué un rôle incontournable dans cette affaire, plus que sensible, parce qu'étant ministre de la Justice, il ne peut pas forcément dire à l'autre ministre de la Justice, libérer ces gens-là. Mais de façon diplomatique, il lui a parlé, il a fait tout son influence. Il se reste pour ça aussi. Et avant de vous donner la parole, j'ai envie aussi de remercier nos collègues de l'ITIE qui se sont déplacés depuis le secrétariat international avec leur directeur exécutif, Marc Robinson, que je voudrais que vous applaudissez aussi avec toutes ces Monsieur le directeur, il arrive qu'on confonde Publiez ce que vous payez à l'ITIE. On voit souvent des actes qui disent. Et il avait mentionné, il revenait dans son bureau quand nous l'avons rencontré. Il était le président du comité national ITIE. J'en dis l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, appelée autrement PCQVP. Alors que c'est pas la même chose. Monsieur le ministre, nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Distingués invités, à vos titres, rang et qualité, tout protocole observé. Je voulais avant tout préciser que je ne suis pas tellement ici en tant qu'officiel. Je ne suis pas ici en tant que membre du gouvernement du Sénégal. Je suis plus ici en tant que militant de la transparence. Militant de la justice. Un peu de politique maintenant. Le ministre de la Société civile. Et surtout, ami de Publiez ce que vous faites. Et aussi ancien président du comité national de l'initiative de la transparence dans les industries extractives du Sénégal, et ayant eu aussi le privilège d'avoir siégé au conseil d'administration de l'ITIE international. Donc vraiment, à titre principal, je suis ici en tant que militant de la transparence, ami de Publiez et membre de l'IATIA. Mais je voudrais avant tout vous souhaiter la bienvenue. Le président Ibrahim Solidiano l'a dit tout à l'heure, nous avons eu ces 2 dernières années le privilège, je dois l'affaire ici, d'avoir accueilli plusieurs réunions de Publiez notre pays à l'honorer. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier pour cette invitation que je n'ai pas donnée de moi. Pour ça que je me suis dit, je ne pourrais pas ne pas l'honorer, même si l'agenda est très important, je voulais aménager l'espace pour être ici à lui. Mais en profiter aussi pour remercier Publiez de m'avoir invité en Zambie à Livingstone City pour avoir pris part à la conférence mondiale il y a 2 ans. C'était aussi l'occasion, côté jardin, de visiter Victoria Falls. On était allé visiter les chutes du lac Victoria, c'était extraordinaire, c'était magnifique. J'ai toujours des photos et vidéos dans mon téléphone. Mais je voulais terminer pour vous dire que vous êtes dans un pays, le Sénégal, qui a foi à la transparence. Qui croit à la transparence. Et quand je dis le Sénégal, je pense au pays, l'État du Sénégal, je pense au gouvernement du Sénégal, mais je pense aussi à son président de la République, M. Macky Sall, qui est un militant de la transparence. Dans les conférences internationales, africaines, ou bien les conférences des Nations Unies, dans les discussions au Sénégal, le mot transparence revient très fréquemment dans son discours. Et il croit à la transparence. Récemment, il a écrit un livre, c'est un livre autobiographique, pour ainsi dire. Nous le rappelons son parcours. Et il y a 3 livres qui sont consacrés à la transparence et à l'ITIE international. 3 pages où il parle de la transparence et de l'ITIE.
Et il croit à la transparence, mais dans les politiques publiques aussi, ici, on met en œuvre la transparence. Vous savez, le Sénégal est un pays qui n'est pas vraiment un pays riche en ressources naturelles. Ce que nous produisons comme mine et le gaz, parce que la production de pétrole, il n'y a pas encore de production de pétrole. Nous sommes un pays qui va passer un pays producteur de pétrole, mais pour l'instant, il n'y a pas de pays producteur de pétrole. Mais ce qu'apportent les ressources naturelles au PIB, c'est moins de 1% du PIB. Mais c'est maintenant qu'on a commencé à faire des progrès dans l'industrie minière. C'est maintenant qu'on envisage de passer pays producteur de pétrole. Mais avant même qu'on en arrive, le président de la République a pris la précaution d'instaurer un système de bonne gouvernance des ressources naturelles. Le président de la République nous a démontré tout à l'heure. Nous avons adhéré à l'ITIE en octobre 1993 et avec l'accompagnement de nos amis chrétiens, je vois là-bas Badi Balé, avec l'accompagnement de certains de nos collègues des pays africains, en 4 ans, le Sénégal a eu la note la plus élevée de l'IITI. La note progressive. La condition de pays qui doit à la transparence. Et récemment aussi, notre pays a adopté une code minier. Et dans le code minier, tous les principes de l'IITI sont inclus dans le code. Il en est de même pour le nouveau code pétrolier qui vient d'être adopté. Nous avons aussi adopté une loi sur la répartition des revenus, des futurs revenus. Il n'y a pas encore de revenus, mais on a une loi qui prévoit la répartition des futurs revenus. Et il y a une loi sur le contenu local. On s'est inspiré de quelques exemples des pays anglophones, notamment. Parce que dans les pays anglophones, souvent il n'y a pas une loi spécifique sur le contenu local, et on a pu avoir une loi sur le contenu local. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous sommes un pays qui croit à la transparence. Et nous sommes très honorés d'accueillir cette région de Publiez et membres. Je voudrais encore une fois remercier de m'avoir permis de m'adresser à cette assemblée. Et je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'ai envie de dire qu'il est membre de Publiez ce que vous payez aussi. mais un autre membre de Publiez ce que vous payez qui va être représenté par son conseiller spécial, le Premier ministre. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que le Premier ministre, je me souviens, dès qu'il a été nommé Premier ministre, une de ses premières sorties, c'était de venir ouvrir un de nos ateliers ici à Dakar, un atelier de la société civile. Ce qui était pour la première fois d'ailleurs qu'on accueillait un Premier ministre à notre atelier. Ensuite, si vous revisitez un peu, monsieur le ministre, vous pourrez le confirmer, l'ensemble des sorties médiatiques, que ce soit conférence de presse ou point de presse sur la question de la transparence, vous verrez que le Premier ministre en a fait plusieurs que vous pouvez compter. Donc cela effectivement constitue une marque d'attachement à la notion de transparence au Sénégal. Monsieur le représentant du Premier ministre, Publiez ce que vous payez est un réseau mondial d'organisation de la société civile. Nous existons maintenant dans plus de 48 pays dans le monde où nous avons des coalitions nationales. Les coalitions nationales, c'est l'ensemble des organisations de la société civile dans ce pays qui travaillent sur les questions extractives, qui se réunissent et constituent une coalition. Et chaque pays a sa façon de faire en termes d'organisation interne. Donc l'ensemble de ces coalitions constitue ce que nous appelons la famille Publiez ce que vous payez. Mais à côté de ces coalitions, nous avons aussi des pays qui ne sont pas forcément coalitions, mais c'est des pays où nous avons beaucoup de militants qui sont dans la coalition Publiez ce que vous payez, pas constitués en tant que coalition, mais des membres de Publiez ce que vous payez. Parmi eux, il y a des experts, il y a des journalistes, il y a des chercheurs, des universitaires, tous constituent aujourd'hui cette famille de Publiez ce que vous payez, qui a le plaisir de vous accueillir ce matin, que vous puissiez prononcer le mot de bienvenue du Premier ministre du Sénégal qui est empêché. Monsieur Mbaye, vous avez la parole. Monsieur le ministre de la Justice et de la Justice, Excellences, Mesdames les ambassadeurs, Messieurs les parlementaires,
membres de la société civile, monsieur le directeur régional, coordonnateur régional national. Je vais dire aussi que Madame le ministre de l'Éducation souhaite la bienvenue. Chers participants, mesdames, messieurs, je ne sais pas si je suis aujourd'hui ici en tant que conseiller stratégique ou en tant que membre du groupe multipartite PCQVP ou simplement un avocat de la société civile. Mon background récent, 25 ans aux Nations Unies, m'a permis d'apprécier la valeur et l'importance de la société civile dans les avances mondiales. Quand je vois M. Tim qui ne me reconnaît pas aujourd'hui, je l'ai rencontré en 2008 à Haïti, ça était un moment difficile. On a dû apprécier sa contribution pour la gouvernance de l'Haïti. Et je voudrais vous dire merci pour cette présence. Et ça me réconforte aussi que la société civile, sans elle, on ne pourra pas parler de gouvernance, sans elle, on ne pourra pas parler de développement. Sa contribution est absolument nécessaire et importante. Monsieur le Premier ministre est empêché. Il aurait souhaité être là avec vous parce qu'il croit à la société civile, parce qu'il croit à la transparence et à la gouvernance. Et en son nom, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Sénégal et dire une phrase pour nos amis qui viennent de vivre dans mon front. On behalf of the Prime Minister of Senegal, I wish you a warm welcome to my country. Il est évident que cette conférence mondiale de Publiez, ce que vous payez au Sénégal est un honneur. Et aussi revêt une grande importance pour le Sénégal. Et c'est en cela que le gouvernement du Sénégal, je n'ai même pas dû parler puisque le ministre de la Justice est là, il a l'autorité de parler au nom du gouvernement du Sénégal. Je voudrais simplement, avec sa permission, vous dire au nom du Premier ministre ce qu'il pense et de la gouvernance, de la transparence, et vous dire en son nom, soyez la bienvenue au Sénégal. Il m'est donné avec beaucoup de plaisir depuis quelques années d'apprécier le travail de la société civile dans un cadre assez précis, un cadre délictueux, que Publiez, c'est le pays est représenté. Et il a travaillé, il a contribué de manière éclatante dans la réussite de cette initiative. Il n'est pas de trop de nommer notre collègue, notre ami Aziz, qui représente la société civile. Et sans elle, sans la société civile, sans la participation des autres membres de la société privée, du gouvernement et des parlementaires, le Sénégal n'aurait jamais eu cette loi qui a eu, on l'a souligné M. le ministre de la Justice, premier en Afrique et troisième, quatrième dans le monde. Cela est dû simplement à la cohabitation, à la transparence, à l'esprit ouvert dans lequel nous avons travaillé au sein de cette groupe multipartite. Et je salue en passant mes collègues du Sénégal et aussi la direction du mondial de PWYP ici présente. Donc, au nom du gouvernement du Sénégal, au nom du Premier ministre, je voudrais vous dire, soyez la bienvenue. Et le Sénégal est honoré d'accueillir cette conférence mondiale. Il semble aussi que cette conférence a un cachet particulier, parce que vous allez discuter aussi la stratégie mondiale des 5 prochaines années, 2020-2025. Cela aussi est importante dans la bonne gouvernance du monde. Ceci dit, encore une fois, pour ne pas être trop loin, puisque Julien Sori a élaboré d'une manière tout à fait détaillée et le rôle de la société civile, le rôle de son institution, la gouvernance, la transparence, et a donné un certain nombre d'exemples dans lesquels la société civile a joué un rôle particulièrement important. Je ne vais pas y revenir.
La position du Sénégal, le ministre l'a mentionné. Je pense qu'il n'est pas de trop de mentionner que le Sénégal fait des efforts pour sa gouvernance et transparence. Ce n'est pas parfait, mais il est important de considérer que sans la participation de la société civile, sans la participation de la société privée, sans une cohabitation saine et transparente, il est absolument pas possible d'aller vers la gouvernance, vers le développement et c'est en cela qu'on apprécie cette contribution de la société civile et en particulier les donc au nom du Premier ministre du Sénégal, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous souhaiter un excellent succès dans votre conférence mondiale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute entendu il y a quelques mois parler d'une campagne qui s'appelait Bring Back Our Girls. Vous avez entendu parler de cette campagne au Nigeria? Oui. Quand des jeunes filles ont été kidnappées par des groupes radicalistes. Mesdames et messieurs, vous avez entendu parler, vous connaissez tous Transparency International. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute eu les échos d'une candidate à la présidentielle 2019 de la République fédérale du Nigeria. Cette candidate, c'est une ancienne ministre de l'Éducation, ministre des Minéraux solides, cofondatrice de Amnesty International, qui a été nominée prix Nobel de la paix. Cette dame qui a mené cette campagne de Bring Back Our Girls est avec nous aujourd'hui. Je veux nommer Madame, vous devinez le nom? Vous devinez le nom? Madame Obia Jelly Ezek Wezili, qui est ministre de l'Éducation, ministre de l'Éducation, qui va nous rejoindre pour prononcer le discours d'ouverture de notre Assemblée mondiale. À Livingston, nous avions l'honneur d'avoir le ministre garde des Sceaux qui avait prononcé ce même discours. Et ça nous avait beaucoup fait plaisir. Aujourd'hui, nous avons Madame la ministre qui va tenir ce discours pour nous. Mais je vous dis, après la communication de Madame la ministre, à qui nous souhaitons bonne chance aussi pour les élections présidentielles qui vont arriver sous peu au Nigeria, suivra une communication particulière. Elle est particulière parce qu'elle portera sur l'avenir de Publiez ce que vous payez. Elle portera sur notre stratégie mondiale à l'horizon 2020-2025, qui sera effectivement présentée par la députation exécutive, Mme Elisa Pullman. Pour le moment, je vais donner la parole à Mme le ministre, qui va prononcer bien sûr le discours d'ouverture de notre Assemblée mondiale. Applaudissez encore une fois. Good morning, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure to have been invited to keynote at your all-important assembly. I am one of the greatest fans of the Publish What You Pay campaign, and I stand here to celebrate the work that you do in your various countries. It is a daunting task to have to be the voices that say that something is wrong when everybody would rather that everything were good. And so I celebrate your work from the respective countries. I celebrate those of you particularly who have been victims of one form of repression or the other, simply because you dared to stand up for your belief in the fact that a society that is transparent is a better society for equality of opportunities. So this is my own way of clapping for those of you
go for into that category because we must stay conscious and very well aware that it takes much more than rhetorics to stand up to the dangers of advocacy. I want to thank Elisa Peters and the members of the Global Publish What You Pay and the chair of the council, as well as members of the council for this opportunity. I also thank the good people of Senegal for being here again in Dakar. The theme that forms the basis of the new strategy of the Publish What You Pay campaign toward 2025 is really about people, power, and participation. Couldn't have been a better way of describing the new world that we must drive into. Publish What You Pay campaign has been for the last 15 years a very important platform to enable the kind of intellectual engagement that was necessary as we began to see that regardless of the measure of endowment that countries had, there was misery side by side the endowment. Publish What You Pay campaign remains the consistent tool through which we couldn't have a complacent relationship between the private sector and the public sector. I should know, not only was I one of the co-founders, am I one of the co-founders of Transparency International, but I actually was one of the organizers of EITI at a global level, because I was on the board of EITI in those formation years of EITI. I went on to be the one that implemented EITI in Nigeria, set up the system that enabled what we today globally have adopted as the benchmark for EITI, the concept of National Working Group as a system of ensuring a full inclusion and representation of all interests in underpinning the call for transparency and accountability in the management of oil revenue or copper revenue or whatever revenue or any kind of endowment happened as a result of us learning as you go. That's what we did. Nigeria was the country that did the learning as you go and provided the artifacts that led to what we have today. And I recognize you, the executive director of the executive secretary of the EITI in Melbourne, Mark Robinson. Well done. So for me, coming to this assembly and knowing that in those days of the EITI Global, when we were commencing the ideas and having to argue with the CEOs of these oil companies and mining companies, wanting something less than what the citizens would have wanted, and having to negotiate those views, and to know that we had the Publish What You Pay group. I had been in civil society, been in private sector, been in civil society, was now in government. And to sit in that hall as a public sector person, and to know that the Publish What You Pay campaign has been there, made all the difference. Because it didn't matter what level of consensus we generated, there was dissension. Dissent is an important part of progress. And Publish What You Pay, by consistently dissenting on issues where there needed to be dissent, helped the world much more than anything that numbers can prove. Society is made up of people, their problems, and the politics that organizes the basis for solving those problems. Through the politics of a people, government is determined. And when government is determined, people look to government to solve the problems that they have.
they expect that solutions to their problems would be expressed in form of vision, strategy, plans, policies, programs and projects that will improve the quality of life of the people. Usually, of course, the people are expectant that every new cycle of politics would offer them that opportunity of improvement in the quality of life. But is it right for people to assume so much about politics and government? Or should the people, as a matter of fact, see themselves as the basis of the solution of the problems in their society? Roosevelt, Theodore Roosevelt, did say, let us never forget that government is ourselves and not an alien power over us. The ultimate rulers of our democracy are not a president and senators and congressmen and government officials, but the voters of this country. The people must understand through this quote that they are at the center of the solution of the problems that ail society. The people, I dare say, are the powerful in the ordinary scheme of things in any society. It was on the basis of my understanding of the essence of the people and their power that made me in Nigeria propound that the office of the citizen is the highest office in the land. The concept of the office of the citizen for me is an expression of the fact that citizens do not have to have a formal office in order to grow in their power. And that the extent to which citizens can understand this distinguishing feature of democratic governance as espoused by President Roosevelt, who subordinated the legitimacy of all other offices to that office of the citizen. To that extent, can we begin to understand the full gravity of the alienation of the people from the problems and their solutions. Ladies and gentlemen, the office of the citizen gives delegated authority to the powers that we daily seek to control or to demand accountability from. The quintessential essence and feature of democracy is reflected in Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations, the Magna Carta, in 1948, when it says that everyone has the right to take part in the government of his country. They didn't realize that women existed on the planet. So they said. So everyone has a right to take a part in the government of their country, directly or through freely chosen representatives. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. So clearly, we have the global norm on the basis of which democracy is defined. To the extent that the office of the president or the prime minister of a country may be the highest political office in the land, yet it pales in significance to the powers of the citizen. The power of the citizen is the only power that gives legitimacy to the powers of all other occupants of offices in the political space of a country. Are you following me so far?
So in a true and functional democracy, therefore, the people ought to be the real power behind the throne. The people ought to be enormously powerful. So why are the people not powerful? Why do we have, even in the strongest of democracies, powerless citizens? Why are the people weak in the face of inherent power that democracy confers on them? The history of democracy on our own continent, and by the way, I welcome all of you coming from other continents to our continent. Welcome. History of democracy on our continent is replete with truncation and broken dreams. And this has not enabled the people of our continent to deepen the knowledge on their powers. The broken thread of the linkage between democracy and the people's understanding of the political system, so-called, explains why Africans are emasculated by those who have subordinated the will of the people to the capture of the political space by the few. And this is an important conversation, because what has ended up happening is that instead of democracy being a government of the people, by the people, and for the people of our countries have decided to acquiesce to democracy being government of the politicians, by the politicians, and for the politicians. Invariably, there has been an abandonment of responsibility by the people. It is this abandonment of responsibility that has created a powerless collective which suffers from the collective action problem. And what is the collective action problem? The unwillingness or inability of a group of people with a common interest that would be beneficial to all, to avoid working together to achieve that interest simply because of their individual interests. We must deal with the collective action problem, because it is in dealing with the collective action problem that power is restored to the people. Power can be defined as the degree of control over material, human, intellectual, and financial resources exercised by different sections of society. It is the control of these resources that becomes a source of individual or social power. Power is often exercised in social, economic, and political relations between individuals and groups. Power, as you know, is often unequally distributed. And so the ones who are voted into office have enormous power. And those that vote them into office, not understanding the power of the collective action success, dip themselves further and further into collective action problems, and therefore are unable to sustain a tipping of the power relations. It is the work that proves like the publish what you pay campaign. The work that you do that tries to bring some level of equilibration. But it is not possible until it springs up the power of the collective. It's impossible. The citizens
collective cannot outsource their enormous power to determine democracy to civil society organizations. They won't work. They won't work. So when you focus on a new strategy that talks about power, the people, their power, and their participation, you couldn't have been more brilliant in having a change-over agenda. Because the people must be made to work their power. Ladies and gentlemen, why is it that in this inability of the people to work their power, we can clearly trace and see that the exclusion of certain key groups from the power relation, power structure, power dynamics, and power relation underpin this weakness of the collective. Here I talk about the marginalized, the weak and vulnerable groups, often typified by the huge number of women on our continent, almost 50% of them, huge number of young people on our continent, more than 60% of them, that are not at the table of dialogue on how society should be developed. It is very clear that attention must now focus on these groups, the young and the women, because there will be a new stream of participation. It must come and be generated from these two groups. The access to resources that define power must, however, first be expressed in some basic level of power. You cannot access the resources that define power without an expression of the basic level of power. So what is it that has prevented the citizens collective from being able to understand this enormous responsibility? And that takes me to the issue of participation of the people in their democracy. When people engage in their democracy, for that engagement at the very basic level to be meaningful and to lead to the amalgamation of collective power, it must be done, their participation in democracy must end in the electing, or rather, I think, start with the electing of the right leaders that they then go on to hold accountable for the delegated power, so that they would improve governance and therefore improve the outcomes of governance and improve the quality of life of the people. Participation is first about the civic engagement of the people in ensuring the exercise of their fundamental duties of citizenship. Then again, participation is about the inclusion of the people in the benefits of governance. So they participate to enable the governance, and they must participate in the fruit of the governance. But is that so in Africa? And if not, why? There are many factors. Illiteracy, apathy, fractiousness, where people who are similarly being dealt with by poverty forget about their common problem of poverty, and the key driver of that poverty being corruption of their political class, and instead begin a fight amongst themselves on the basis of some tract or some primordial differences.
So you say to yourself, in Senegal, when you see the poor person from one ethnic group, they are as damned as the poor person from the other ethnic group. Am I correct? It doesn't matter. You come to Nigeria and you see the poor man in Kano. He's not good looking. You look at the poor woman in the southern part of the country, in Lagos or Ibadan. They are also not good looking. Why? Because poverty robs people of their dignity. And yet, because of the lack of understanding of the commonality of war against the factors that drive poverty, you cannot find a unifying vision amongst the people whose powers have been taken from them. So, ladies and gentlemen, all of these factors, the factor of fractiousness, the factor of state capture, the state gets simply captured and a few, and the rest enabled. And it's unbelievable. Whether it is in Guinea, or it is in Burkina, or it is in Sierra Leone, or Liberia, or Sudan, or wherever else, the percentage of the people who capture the nation state pales in significance to the rest who enable the process. Where is then the power of the collective? Why is there such a weakness? Why is there such a sense of powerlessness? Why? Because a rentier elite is wily enough to know exactly how to use access to state resources to keep the rest silent and unable to confront. How far does that go with your new strategy? For thinking of how to break this monopoly over the space of power. You think of the fact that we have weakened social organizations because there's no rallying vision for the social organizations. You think of the fact that we have a lack of counter-narrative and proposal. Who is presenting to the people who are weakened, who are disempowered, a counter-narrative that says, you could be more powerful than this. How are we presenting? What are we giving to them? What are we showing to them? Ladies and gentlemen, the pseudo-democracies that we practice on the continent today will not be good enough even by 2025 to enable the kind of objectives we have laid out as published what we pay and globally. We must get the people awakened to the power that lies within them, the constitutional power that is given to them as a universal right. It must be activated. I said that today's shrinking of the democratic space, today's even capture of the civil society organizations, and the delegitimization of the message of advocacy, today's media onslaught, today's assault against state institutions, today's overrunning of the constitution of democracy must be signals to the fact that the war only just began. It only just began. And I am very, very happy that you realize that you must be at the forefront of the war. And that's why you're changing your strategy toward a decentralization of voice and knowledge and reach, not just for public what you pay and it's assembly, but you are deciding to democratize what you know to the people. For because power ultimately belongs to the people. If the people are alienated from what it is that you've been trying to do in their respective countries, then you would for too long be in the business of talking transparency without any kind of impact. I recall as a young person, co-founder of Transparency International,
I said to my colleagues at that time, I said, transparency must be for something. Transparency for what? If transparency is an end in itself, then we haven't done enough. There must be a purpose that it fulfills. And that purpose, ultimately, whether in countries that have achieved development or are hoping to achieve development, must be about improvement in the quality of life of the people. That sense that they have a stake in society. It must be about opening the door path of opportunities for those who have been sidelined by a world that was blind to the necessity for everyone to have a chance to be what they can possibly be. Ladies and gentlemen, as I take it now to the issue of the poor performance that the continent must use as a basis for springing the power of the collective into the measure of energy and momentum that is required for our development pathway into this 21st century, which I believe can be Africa's century. I want to say two things. Number one is that despite the robust economic growth that we saw on the continent between 2000 and 2015, as World Bank Vice President in charge of the African region, I was at the heart and center of it, working with heads of government and their ministers to look at the policies that drive growth. And we did see growth happen, but that growth was not sufficient. That growth was not inclusive enough. That growth did not spread enough of its benefits for us to be at a place of complacency. And therefore, as part of your strategy into the new, is this whole idealism that this growth must take a different approach. And that for that growth to take a different approach, it must look at the fact that the World Bank estimates that Africa had at least 50 million more poor people in 2013 than it had in 1990. These kinds of data point to issues. They point to issues of the fact that our global agenda must be about investing in the people. Without investment in the people, without it being anchored in the people, about human development as the counter-narrative to natural resources, we will not make the kind of progress that we must make. Ladies and gentlemen, my two last pieces of word to you as we think of this is that how do we rebuild the people and their participation and their power? The work of Publish What You Pay campaign alongside all other CSOs are core to this objective of rebuilding the people, their participation and their power. Why has it so far failed to gain universal appeal necessary among the people to lead to a groundswell of action? Perhaps we have not yet interpreted the work of advocacy for the people into incentivizing an incentive-based engagement. Perhaps those who capture the state have a better way of incentivizing the powerlessness of the people than we have been able to incentivize the activation of the power of the people. I propose to you that as part of this strategy, we must look at what incentives would a person or the people of the Niger Delta or the Nigeria have in order to convert them from political praise singers to empowered citizens who demand accountability themselves and can only be supported by Publish What You Pay with the necessary tools of that demand. Are there new tools to be designed that we have so far missed in this contracted role of demanding accountability on behalf of citizens who are totally alienated from what we seek to do as campaigns? Ladies and gentlemen, I think that it is time for research that gives us the tools that will awaken that enormous power of the office of the citizens.
Thank you. Mesdames et messieurs, c'est un discours poignant que nous venons d'entendre. Un discours sensible, important. Vous vous rendrez compte avec moi que les mots-clés, c'est citoyen, peuple, participation, pouvoir, engagement, changement social. Cela exprime combien l'action sociale est importante dans la vie de nos nations, particulièrement en interpellant les acteurs, les gouvernements, les sociétés privées à plus de transparence et de redevabilité à l'endroit des citoyens. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à Madame la directrice exécutive de ce que vous payez, je voudrais vous rappeler que dans cette matinée, nous serons encore jusqu'à l'heure du déjeuner dans la même salle. Quand Madame Elisa prendra la parole, suivra effectivement le premier panel qui va traduire un peu tout ce discours-là en un élément plus encore pratique, avec des exemples concrets de ce que la société civile qui travaille dans la gouvernance des ressources naturelles a fait jusque-là. Ce sera une vue un peu panoramique de l'ensemble de nos acquis, de nos efforts et jusqu'où nous en sommes actuellement en termes de gouvernance des ressources naturelles. Et après cela, nous aurons un deuxième talk show, un deuxième grand exposé qui portera sur citoyens, participation et influence. Donc, c'est ça qui va clore la matinée. Mesdames et messieurs, dans l'après-midi, après la pause déjeuner, nous allons occuper 4 salles. 2 salles ici. Cette salle va être fermée au milieu. Ça nous fera 2 salles ici. Une salle en face et une autre salle là où vous avez fait l'enregistrement. Ça nous fera 4 salles. Parce que nous aurons dans l'après-midi à traiter les 4 objectifs globaux de PCQVP dans la nouvelle stratégie. Donc, ce qui fait que nous allons diviser en 4 groupes dans cet après-midi après le déjeuner. La règle principale, c'est que des délégués qui viennent d'un seul pays ne doivent pas être tous dans la même salle. Donc pendant la pause, que les délégués qui viennent des pays s'entendent qui sera dans quelle salle en fonction des 4 objectifs que vous avez bien sûr dans le document. Nous avons accusé un peu de retard, je ne vais pas revenir sur les détails. Vous avez le document sous les yeux avec les 4 objectifs. Chaque membre va être dans une salle. Quand nous aurons fini ce travail d'analyse des 4 objectifs, nous reviendrons ici en session plénière pour ensemble célébrer la grande messe de l'adoption de notre stratégie. Est-ce que vous êtes prêts à adopter la stratégie mondiale du PCQVP aujourd'hui? Oui. Vous êtes prêts? Merci. Alors, quand nous aurons terminé cela, chers amis et collègues, je voulais annoncer ce matin un dîner spécial vous est offert dans un espace particulier que vous allez adorer, avec de la musique sénégalaise, un artiste international sénégalais du nom de Cher Nigel Lo, que vous connaissez certainement, qui a visité beaucoup de pays du monde. Chers amis, dans cette salle, nous avons au moins 52 pays présents. 52 pays présents. Cela reflète effectivement la coalition du PCQVP, une coalition mondiale. Et venant de tous les 5 continents, j'ai encore envie de vous dire merci. Merci aussi à Madame le ministre. Certainement, elle va se libérer lors de la pause parce qu'elle doit retourner tout de suite. Nigeria, je l'ai annoncé, ils sont dans le processus d'élection présidentielle. Mais tout à l'heure, je vais accueillir ici une dame très passionnée qui travaille avec beaucoup de détermination, avec une équipe engagée. Depuis qu'elle est arrivée à Dakar, je puis vous dire que du matin jusqu'à minuit, elle est là à vérifier est-ce que tout est bien, est-ce que les gens sont venus, parler à l'hôtel, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'hébergement, est-ce qu'il n'y a pas de problème de salle, est-ce qu'il n'y a pas de problème technique. Ça, c'est un excellent travail.
l'équipe de communication qui est avec nous aussi, merci parce que c'est eux qui ont fait tout ce travail très joli qui vous permet, de là où vous êtes assis, de voir tout ce qui sera projeté sur les écrans. Nous vous remercions aussi. À toute l'équipe de PCQVP, le secrétariat international, les gens qui se sont battus comme pas possible pour pouvoir réaliser tout ça, avec tous les efforts, les presse qui s'ensuivent. Les gens qui leur disent encore merci et j'ai envie que vous les applaudissiez encore une fois. La stratégie mondiale à l'horizon 2020-2025 et va nous indiquer un peu les buts de l'avenir de PCQVP. Vous avez la parole. Merci Dakar. Madame la ministre, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, Monsieur le président de la coalition nationale sénégalaise, Monsieur le directeur exécutif de l'UTIE, Monsieur le représentant spécial des Nations Unies, chers représentants des 45 coalitions ici présentes, chers collègues, chers amis, c'est un véritable honneur et un véritable plaisir que d'être ici parmi vous cette semaine pour célébrer notre œuvre et nos travaux collectifs. Publier ce que vous payez, c'est nous tous et nous toutes ici réunis. Quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans à l'Assemblée mondiale de Lima, je me souviens de beaucoup d'entre vous me souhaitant la bienvenue dans votre famille, la grande famille de Publier ce que vous payez. Une famille accueillante, généreuse, exigeante aussi, mais qui avait alors ses petits différends, ses petites disputes. Vous vous souvenez? Quel chemin parcouru depuis? Ce qui me frappe aujourd'hui lorsque nous nous réunissons, c'est d'abord le constat d'une famille soudée, solidaire, et qui puise sa force dans sa politique. Publier ce que vous payez, pour certains, c'est d'abord un appel à l'action citoyenne pour le changement. Pour d'autres, publier ce que vous payez, c'est un mouvement mondial de pression et de plaidoyer. Pour d'autres encore, publier ce que vous payez, c'est une source de solidarité, de soutien, de protection. Pour nous tous, publier ce que vous payez, c'est d'abord la vision d'un monde meilleur. Un monde dans lequel les citoyens et les citoyennes prennent pleinement une implication dans les processus décisionnels qui sont reliés à la gestion des ressources naturelles. C'est donc notre engagement collectif, notre travail acharné, nos prises de position et votre courage que je viens d'abord saluer aujourd'hui ici. Du courage, de la résilience et une forte solidarité, nous allons en avoir besoin à l'aube de 2019. Alors que nous sommes confrontés à des défis croissants à l'échelle globale, tels que des injustices et des inégalités croissantes de par le monde, le changement climatique qui affecte déjà les plus démunis de façon disproportionnée, une régression autocratique des Philippines au Brésil en passant par la Suède, et la fermeture de l'espace civique et la répression de l'action citoyenne qui ont valu 4 mois de prison à nos amis du Niger l'année dernière, et qui a aussi déclenché une mobilisation sans précédent parmi notre grande famille. Je sais donc que nous avons les moyens de faire face à ces défis. Quand Publier ce que vous payez débuta en 2002, et c'est dire l'expérience réunie dans cette salle que de saluer ceux et celles d'entre vous qui en sont depuis le premier jour, nous n'étions qu'une petite poignée de militants, mais déjà d'une efficacité exceptionnelle. 2 choses en sont le reflet aujourd'hui. D'abord, tout le travail accompli, et nous y reviendrons beaucoup dans les jours qui viennent, mais tout simplement aussi l'envergure de la coalition mondiale. 700 organisations membres, dans plus de 50 pays, de l'Australie à la Zambie, au Sénégal, des milliers de femmes et d'hommes qui veulent voir leur gouvernement mettre les milliards générés par
l'exploitation des ressources naturelles au profit de leur pays, de leurs écoles, de leur système de santé publique, de leur infrastructure, au profit du bien-être des populations. Depuis 15 ans, la lumière se fait peu à peu dans cet énorme secteur économique que représentent les industries extractives. Une culture du secret fait place de fil en aiguille et en grande partie par la force de notre plaidoyer à un espace de concertation. Et c'est réellement un dialogue qui s'instaure entre gouvernement, compagnie, et oui, ces hommes et ces femmes ordinaires qui construisent un mouvement extraordinaire. Nous voici, Publiez ce que vous payez. Nous avons joué un rôle central dans la mise en place de l'ITIE, qui voit maintenant plus de 50 pays s'engager pour la transparence de leurs revenus extractifs. Et nous continuons à nous mobiliser pour consolider la norme ITIE en matière de transparence des contrats, en matière de propriété réelle et aussi sur les questions de genre et de droit des femmes à participer dans ces décisions. Des lois sur la transparence du secteur extractif ont été passées dans plus de 30 pays de l'Union européenne au Canada. Et nous avons aussi mobilisé le partenariat pour un gouvernement ouvert afin que plus de pays s'engagent de façon concrète en faveur de la participation citoyenne dans la gestion des ressources naturelles. C'est fort de ces succès que nous pouvons maintenant mettre le cap sur l'année 2025 avec une nouvelle stratégie et 4 objectifs globaux que vous avez vous-même définis. Être informé, influent, entendu et connecté, voici les 4 mots d'ordre pour les 5 années à venir, afin de rendre le secteur pétrolier, gazier et minier plus ouvert, responsable, durable, équitable et à l'écoute de tous et de toutes. Comme vous le savez, c'est un travail qui s'échafaude d'abord parmi nous. Et cette semaine, nous avons une opportunité unique de resserrer ces liens qui nous unissent et de partager nos expériences dans la lutte pour une plus grande transparence du secteur extractif. Aujourd'hui, par des discussions plénières ainsi que des sessions parallèles cet après-midi pour discuter de notre nouvelle stratégie et l'adopter formellement ce soir. Demain, par une série d'ateliers de renforcement des capacités, d'apprentissage, de formation. Et enfin, après-demain, par des sessions de travail destinées à pérenniser la gouvernance de cette coalition. Je voudrais conclure en vous remerciant encore une fois et avant de laisser place à ce riche programme, vous montrer un très beau film préparé par l'équipe de secrétariat auquel certains d'entre vous ont généreusement participé. Et en seulement 3 minutes, il en dit long sur notre force, notre courage, notre confiance et cette fameuse ambition. We are different people from Générale, united by the fight to ensure that citizens are the ones who are truly benefiting from natural resources. Not as an end in itself, but actually to use this to actually empower them. So, corporate economic pour nous avons toutes ces informations puissent être utilisées pour le développement. We need to engage more people and grassroots. Building more citizens and villages, understand what the issues are, and know what kind of things we can put on the table. It is the collective power of published written pay that really makes us as effective as we are. There's always somebody who knows how to do the thing you don't know how to do. But if we invent the rule, Soyons ensemble, travaillons ensemble. we're seeing change happen, we are informing our minds and in our respects. In In the European Union, the United States, Canada and Norway, companies involved in oil, gas and mining have to publish their payments to governments in every country where they operate. Il faut vraiment se faire ces illusions, le plus puissant c'est d'être les puissants, et il ne faut pas rêver que ces puissants vont nous laisser tranquilles. Nous laissons les gens de dormir, et ils ne vont pas nous laisser tranquilles.
lives. J'ai été moi-même en prison, interdit de sortir du territoire national. Any kind of heading to us. Once the government knows that if anything happens to you, the world hears about it, they are careful about the way to treat you. Libre se compose une grande famille. We are not alone. Whenever there are problems, we can rely on that government solidarity. C'est sécurisant. Ensuring that those activists still have the ability to raise their voices. Our duty to contribute to our better world today and tomorrow. Going to take commitment and dedication, courage. Integrity. We need to be stubborn, persistent. Esprit de famille et d'équipe soudée. It comes from the heart. That way, the passion comes from within. It's not going to be easy, we face challenges, But we shouldn't despair. Even in the darkest day, it is knowing that I am connected to all of you, which makes me able to continue. We should be hand in hand to achieve our goals together. Vous faites un travail formidable pour l'humanité. Because someday, our work will bring about this change. Maybe not in our lifetime, but let us leave our footprints in the sand, such that at the end of the day, we have something to say, I was part of this. Et tant que nous misons sur cette ambition, que nous nous parons pour ces défis qui nous attendent, informés, influents, entendus et connectés, notre mouvement extraordinaire gagnera en ampleur, en victoire, en progrès, au profit de toutes ces communautés qui nous ont portés ici. Je vous remercie et vous souhaite une excellente Assemblée mondiale. Merci beaucoup, Elisa. Chers amis et collègues, les 4 objectifs globaux présentés tout à l'heure par Madame Elisa feront l'objet d'analyses plus approfondies cet après-midi dans les 4 salles que je vous ai indiquées tout à l'heure. Chacun d'entre nous y verra ses mots, sa contribution, son opinion, son avis. Souvenez, on vous envoie régulièrement des messages pour vous dire, donnez votre avis, c'est vous qui déterminez la vie de cette coalition. Cet après-midi, vous allez vérifier si vos avis, vos opinions sont bien considérés dans ces 4 objectifs qui ont été précisés dans la vision 2025. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit, dans cette matinée, on va avoir 2 autres panels. Et je voudrais à présent vous proposer que l'on puisse prendre une pause 15 minutes pendant le feu de café. Si nous sortons, prenez le couloir à droite. Dès que vous sortez, et à droite, il y a des gens qui sont là pour nous aider à nous indiquer. Vous verrez le couloir ici. Lors de la pause, vous allez admirer aussi ces très belles photos que vous avez envoyées. Parce que ce soir, la meilleure photographie qui a été envoyée et qui a déjà été publiée ici aura un prix spécial qui sera remis à la coalition qui a donné la meilleure photo, qui a fait la meilleure photo. Et vous verrez, vous pourrez admirer aussi ces photos lors de la pause. Mais je voudrais que l'on garantisse pour notre citoyenneté, notre pouvoir, d'avoir au maximum